Bonjour tout le monde. On vous remercie de vous joindre à nous ce matin pour ce qui est en fait la première séance d'information technique sur le S102 pour la bathymétrie du fleuve Saint-Laurent. On est très fiers du travail qui se fait en ce moment au service hydrographique pour faire avancer tous les produits et services au niveau de la série S100, des nouveaux standards. Euh, on croit fortement que les investissements qui se font pour améliorer la livraison de ces services va être bénéfique à plusieurs égards. Aujourd'hui, vous allez avoir un petit aperçu de tout ça. Donc, Louis et son équipe vont vous fournir une revue de la technologie, une description du mécanisme de livraison opérationnel et on espère obtenir un peu de rétroaction des participants aussi aujourd'hui. Donc, gênez-vous surtout pas, s'il vous plaît, de poser des questions, commenter, offrir du feedback. C'est pour ça qu'on a les séances. Et bon, Louis, j'ai fait la même chose que je fais à chaque séance. Je ne me suis pas introduit. Donc, Manon Larocque, je suis la directrice générale du Service hydrographique du Canada. Je suis entrée en poste, pardon, à la mi-septembre. Donc, encore un petit peu nouvelle. Je vais utiliser ça pour un petit bout encore. Mais vous êtes entre bonnes mains aujourd'hui pour la séance d'information. Donc, sur ce, je tourne la parole à Louis, qui est votre hôte aujourd'hui. Merci Manon. Donc, tu ne sens pas le besoin de te présenter parce que tu te sens déjà à la maison au service hydrographique. Donc, bienvenue tout le monde. On est à 69 participants. La session est enregistrée. Puis, on va fournir la présentation en format PDF. Si vous voulez mettre vos microphones en sourdine, j'entends quelques sons en background. Puis, la présentation va être rendue disponible et aussi, comme on l'a fait pour les sessions S111, on va probablement dans le courant des prochains jours mettre sur YouTube. Donc, les gens qui auront manqué pourront toujours regarder ça en différé. Aujourd'hui, ça va me faire le plaisir de vous introduire le sujet, le S102, et ça me fait particulièrement plaisir de faire ça en français avec vous aujourd'hui. Ensuite de ça, on va aller dans le détail pour bien comprendre la chronologie du S102, comment ça se déroule une journée au niveau du service S102. Le service S102 est un service qui est extrêmement dynamique. Juste pour vous donner un ordre de grandeur, la semaine dernière, 63 mises à jour S102 qui ont été générées sur le Saint-Laurent seulement. Ensuite, on va voir capitaine David Dubé, que vous avez vu en vedette dans la vidéo. Puis David, donc, va nous parler de l'exploitation du S102 dans son contexte de navigation. Le S102 peut servir à plein de choses, mais aujourd'hui, c'est vraiment dans le contexte de pilotage que David va nous entretenir. Puis finalement, Annie va nous résumer tout ça et vous indiquer comment s'impliquer, comment se connecter à nos services, comment nous fournir la rétroaction qui est extrêmement importante au début d'un projet comme ça. Puis finalement, si nos présentateurs respectent leur temps, on va avoir une bonne session de 30 minutes pour questions-réponses que je vais animer avec nos différents panélistes. Donc, le S102, pour moi, c'est un peu spécial. Mon aventure S102, elle a commencé en 2008. Donc, ça fait longtemps que je suis impliqué et non, je ne fais pas ça à temps plein. Mais tout ça pour dire que le S102, ça a débuté avec des projets collaboratifs qu'on a eus avec la Voie maritime du Saint-Laurent, donc les collègues du Seaway, où eux avaient un nouveau système de dégagement suqué et voulaient vraiment exploiter l'information précise sur la bathymétrie pour être capable de maximiser la voie maritime du Saint-Laurent. Donc, ça nous a fait réfléchir au service hydrographique, à savoir toute cette bathymétrie-là de haute qualité qui est collectée dans les ports, dans les principales voies navigables du Saint-Laurent. Comment on peut démocratiser son utilisation parce qu'on sait que c'est pas juste envers les données de simplifier ça simplement en portant sur les cartes quelques sondes ou simplement quelques avertissements de navigation. L'information peut amener
l'information riche et détaillée peut amener vraiment un niveau de compréhension du domaine amélioré. Puis David va nous en parler. Donc, quelques articles ici, puis on voit qu'à l'international, ça prend du temps, mais on y est. On est à une norme S102 qui est maintenant mature, qui va être prête pour les objectifs de 2026. Mais le Saint-Laurent est à l'avant-plan, puis je suis particulièrement fier de faire cette première session-là aujourd'hui en français. Puis, évidemment, j'en parle de ma façon personnelle, mais pour c'est un travail d'équipe. Puis, c'est l'expertise de nos hydrographes. Et vous allez voir aussi, on a fait un paquet de partenariats avec l'industrie privée pour être capable d'amener quelque chose qui, évidemment, je suis totalement biaisé, mais qui est inégalé dans le monde de l'hydrographie. Donc, le modèle qu'on utilise pour les données, c'est qu'on se détache un peu de l'approche classique où les gens achetaient un produit. Donc, l'idée, c'est on est en 2024, c'est temps réel, on a des couches qui sont extrêmement dynamiques. On parle au courant de surface, au niveau d'eau. Puis là, on parle de la bathymétrie que je considérais semi-dynamique. Ce n'est pas aussi dynamique les niveaux d'eau, mais quand même très dynamique. Donc, c'est ça notre modèle. On a une grille nationale S100. Donc, tous nos produits S100 on a la règle des 3 échelles, c'est-à-dire qu'on ne va jamais cartographier un endroit au Canada à plus de 3 échelles. Et les échelles qu'on va produire, c'est parce qu'il y a un besoin de navigation. Donc, on sait, un des enjeux de notre portfolio de cartes papier était qu'on avait trop différentes échelles et c'était très compliqué à maintenir. Une des choses innovatrices qu'on a faites au Canada, je parlais du travail d'équipe, c'est qu'on a fait des alliances avec les meilleurs dans l'industrie pour aller jusqu'aux clients, dans ce cas-là, nos partenaires, les pilotes, pour vraiment s'assurer que la chaîne de distribution était complètement configurée, optimisée pour avoir les données fraîches, donc du client, du producteur, le SHE, jusqu'au client, puis Andrew va nous en parler en détail. L'état de la couverture S102 au niveau mondial, il y a quelques ports en Norvège, puis il y a la voie maritime du Saint-Laurent. Donc, on est au début. C'est une première mondiale. À l'interne, on a travaillé nos collaborations avec les pilotes depuis au moins 2 ou 3 ans. Mais là, on se lance public aujourd'hui avec cette session-là. Puis, évidemment, le SHC, on existe depuis 1883. Le S102, c'est nouveau. Fait que c'est sûr qu'il va y avoir des enjeux. Ça ne peut pas être parfait au début. On a fait notre meilleur effort. Puis c'est pour ça le mécanisme de rétroaction qui est très important. C'est un processus itératif et si on n'est pas mis au fait des problèmes, ben, on ne pourra pas les régler. Donc, c'est l'introduction et je passe la parole à Andrew qui va vous parler de la technologie S102 et comment on produit le S102. Andrew, à toi. Merci beaucoup, Louis. Bonjour tout le monde. Je vais essayer de garder assez haut niveau aujourd'hui, mais si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre dans le chat ou pour me faire en contact. Donc, tu vois ici, c'est le vue d'ensemble de notre service S102. C'est pas mal, un peu compliqué, mais on va essayer aujourd'hui. Tu vois, c'est en 2 parties. On a le moitié interne et le moitié externe. Le magie, c'est fait avec les scripts développés ici en SAC et fini par Caris. Les scripts de Python, ils fonctionnent en utilisant le BDB et le Caris Cloud. Les 4 parties, on a le partie régionale en MPO. On a la partie ici en Ottawa avec notre base de données nationale. Après ça, on a le nuage de Caris, le Caris Cloud. Et après ça, les services d'abonnement des clients ou le distribution de primer. Donc, je vais donner plus de détails avec les
prochaine slide. Je pense que je peux naviguer. Oh non? C'est moi qui contrôle, Andrew. OK. Je vois les contrôles aussi. Voilà. Donc, le sync régional, ça fonctionne en deux parties, le dépassé et la synchronisation. Donc, pour commencer, toutes les régions sont chargées sur notre serveur de distribution dans la base de données CHS SnapBathy. Les régions ont chacun leur BDB, leur base de données, où ils chargent les données des sondages. Une copie complète de toutes les surfaces en ligne de ces bases de données régionales, copies sont faites dans notre serveur de distribution nationale. Les surfaces sont liées par une identification universelle régionale, puis c'est stocké dans notre base de données dans une colonne source FID. Donc, comme ça, on a un lien direct avec notre copie et les données originaux dans leur base de données régionale. Chaque jour, on a une tâche programmée qui fonctionne, qui se lance à 10 heures aux nuit, puis ça commence le sync régional de Python, les scripts de Python. Pour commencer le dépassé, toutes les modifications de la couverture régionale, c'est marqué pour une mise à jour. C'est-à-dire si une nouvelle surface est chargée ou une modification à une surface existante ou quelque chose est supprimé, là, on va noter ce changement. Et la deuxième étape, la synchronisation, après qu'on a pris tous les changements, on va faire le copie sur notre base de données régionale. Comme ça, quand c'est fini, on a un miroir de chaque base de données régionale ici en Ottawa. On peut faire le slide suivant, s'il vous plaît. Ça va être bon. Sync régional. Non. Voilà, Sync Cloud. Il y a un petit délai, mais ça se passe. OK. Donc, après cette étape de sync régional, on a la synchronisation au cloud. Cela, on peut penser aussi dans deux étapes, le dépassé et la synchronisation, mais ça fonctionne un peu différent. Donc, ça, comme j'ai dit, ça exécute suite à la synchronisation régionale. Ça a besoin d'avoir tous les changements de région complétés avant que ça commence avec le parti de nuage. Si une couverture contributive a été modifiée, la cellule est marquée pour la mise à jour. Donc ici, c'est une étape où on vérifie avec l'index officiel sur le nuage, où on garde notre catalogue de cellules S102. Le script, ça va vérifier si on a un changement des couvertures qui intersectent avec un cellule, là, la cellule va être marquée pour une mise à jour. Si on n'a pas les changements qui intersectent avec la cellule, c'est ignoré. On ne touche pas. L'étape après, après s'être dépassé pour voir tous les changements, on commence avec le sync. Pour chaque cellule, la cellule est mise à jour et comparée à la version actuelle. C'est-à-dire, on crée une combinaison utilisant les règles de S102 pour chaque cellule qui est marquée et c'est comparé à la version actuelle sur le nuage. Donc, si on voit qu'il y a une différence, la nouvelle version s'est transférée à un nuage. Donc, c'est le 6 heures qui est poussé vers le cloud. 6 heures, c'est le format de Caris pour les rasters. Donc, c'est seulement le couverture de 6 heures qui est poussé vers le cloud. Et là, le format BAG et S102 sont générés. Après ça, le nouveau S102 est maintenant produit.
Comme j'ai dit, l'index de cellules est maintenu dans le Caris Cloud. On a les outils et une interface pour voir et vérifier cette catalogue, puis on développe les outils avec Caris à ce moment pour augmenter cette fonction. Les validations de ce service, c'est produit sur le test. Donc, si on a des nouveaux fonctions à introduire, on fait sur le test, évidemment. Les surveillances des journaux et des logs et le comptage des mises à jour depuis Primer. Prochaine slide. Il y a un peu de délai. Oui. C'est bon. Voilà, finalement, c'est l'étape de livraison. Ça, c'est le lien entre Primer, le service distribution Primer, et le service de nuage de Caris. Donc, Primer accède le Caris Cloud en utilisant un REST API. C'est le langage des applications pour les parler ensemble. Primer fait la surveillance pour les mises à jour et utilise le service de fonctionnalité pour chercher qu'est-ce qui est de nouveau. Ils tirent les nouveaux produits lorsqu'ils sont disponibles et ils font disponible vers leur service personnalisé pour les clients. Et avec le slide prochain, on va te donner un exemple de vraie vie, une mise à jour quotidienne. Donc, si tu penses sur le côté régional, durant la semaine, les équipes feront les sondages, les nouveaux données vont être vérifiées dans la base de données et là, ils sont mis en ligne et valides dans le BDB régional. Donc, les personnes de SAC modifient les métadonnées, ils ajoutent, ils suppriment, ils font des modifications de la couverture. Sur notre côté à Ottawa, cet même jour, à 10 heures à nuit, donc 22 heures, le tâche planifié commence et tous les changements sont réfléchis, tous les changements régionaux sont réfléchis sur notre serveur national. Après qu'on complète cette miroir, les changements régionaux déclenchent la mise à jour des intersections des cellules S102. Donc là, c'est le parti de Caris Cloud où on vérifie pour les nouveaux produits. Les comparaisons de couverture nouvelle et actuelle, si on voit une différence, la nouvelle est envoyée au Caris Cloud. Quand on est là, une nouvelle couverture est ajoutée à Caris Cloud et le bag et S102 sont créés. Là, un nouveau produit, une nouvelle version de la cellule S102 est disponible. Prochainement, le service d'abonnement du client de Primer, ils vont aller chercher cette nouvelle surface et mettre en disposition de leurs clients. Donc, tout ça, c'est sur un tourne de 24 heures. Chaque soir, ça commence. Si on a des changements dans la base de données durant la journée, ce soir, les changements sont attrapés et ça commence le processus de nouvelle S102. Bien. Merci beaucoup, Andrew. Donc, comme on peut le voir, la technologie S102 pour essayer d'avoir les données les plus fraîches disponibles, comme on le sait sur le fleuve Saint-Laurent. On a les autorités portuaires, on a le programme de sondage pour la garde côtière voie navigable avec le Bourdon et le Battle qui patrouillent constamment. Donc, toutes ces informations-là, s'ils font leur chemin vers le SHE, vont être incluses dans ce processus-là du S102. Puis, on essaie de faire le plus rapidement pour avoir la latence la plus courte possible entre l'acquisition des données et l'exploitation. Et parlant d'exploitation des données, on a le plaisir d'avoir David, un de nos pilotes privilégiés qui a
de l'expérience avec l'exploitation du service. Donc, David, la parole est à toi. Oui, bien, bonjour à tous. Premièrement, je vous demanderai un peu d'indulgence. C'est la première fois que je fais une présentation comme ça en ligne. Là, fait que, je vais essayer de faire de mon mieux et pas trop parler longtemps. Pour ma part, Louis, tu disais 2-3 ans, mais ça fait déjà depuis 2019 qu'on travaille avec le S102. Puis j'ai regardé les photos récemment des premières versions qu'on a eues. Puis on a fait un bon chemin, là, je pense. Puis pour revenir aussi, moi je suis pilote du Saint-Laurent depuis maintenant 2006. Je suis gradué de l'Institut maritime. En plus de mon rôle de pilote là, sur la rivière, je suis également formateur au CSM, au simulateur. C'est moi qui modélise les bateaux là, pour nos clients aussi au simulateur. Puis, comme je disais, là, depuis 2009, là, on est impliqué avec Louis, la SHC, puis à l'époque WGS là, pour la mise en place du S102. Donc, pour commencer, pourquoi des pilotes sur les bateaux? Ben, nous, on est des spécialistes d'un secteur en particulier du fleuve ou d'un port ou de peu importe où dans le monde. On est là pour la sécurité avant tout, pour la protection de l'environnement, puis en même temps pour l'intérêt public. Donc, prochaine. Je sais que ça, c'est une slide qu'on a vu souvent passer. Nous, on est au bout de la chaîne quand on reçoit les données. C'est si on peut dire, un défi, surtout pour les navires, à recevoir les mises à jour. Nous, l'avantage qu'on a sur le fleuve comme pilote, on a accès au réseau cellulaire. Nos iPads, nous, sont connectés. Je sais qu'il y a certains groupes de pilotes qui ne le sont toujours pas, mais ça, c'est un des avantages qu'on a pour nous. Ouais, c'est pas mal ça que je voulais dire là, pour notre connectivité. Donc, les outils du pilote. Si nous, on regarde notre outil primaire, ça reste la fenêtre. C'est les marques visuelles. C'est des marques visuelles qu'on sert depuis je pourrais dire, des centaines d'années. Ça, c'est des choses qui sont, si la visibilité est bonne, qui sont toujours accessibles. Puis, le deuxième outil, c'est le radar. Donc, ça aussi, c'est un outil interne au bateau. Il y a des erreurs qui sont appliquées avec lui. Mais c'est notre deuxième outil aussi. Puis, présentement aussi, depuis quelques années, ben, c'est le PPU qu'on utilise sur les bateaux. Bon, OK. Donc, nous, lorsqu'on embarque à bord, on se connecte sur le Pilot Plug. Ça va donner certaines informations comme la position du navire, la position des autres navires. Nous, on reçoit aussi les niveaux d'eau. Là-dessus, par AIS ou avec SPIN. L'avantage des PPU, c'est que les pilotes sont familiers avec leur outil, peuvent le remettre à leurs mains. Ça permet vraiment une meilleure perception des situations. Si on n'a pas besoin d'aller voir ou de chercher dans les settings où les settings sont, on peut vraiment le mettre à notre main. Un des gros avantages aussi du PPU, c'est qu'on n'est pas comme l'Exis, ils ont toutes les normes qui sont très, très strictes. Ça permet d'évoluer rapidement. Là. Quand on a des nouvelles technologies comme les S100, ben, on peut l'adapter, puis on n'a pas besoin de passer par toutes les ressources internationales. David, peut-être je peux me permettre une question. Oui. On parlait des mises à jour, tu sais, comme la semaine dernière, presque 63 mises à jour au niveau du S102. Ton outil, l'iPad, est-ce que dans ta procédure, tu t'assures de le synchroniser, dans le fond, avant d'avoir ton déploiement, ou c'est quelque chose que tu fais comme directement sur le navire? Ah, c'est une très bonne question. Dans le fond, avec l'iPad, nous, l'avantage, c'est que nous, avec CIQ, à chaque démarrage de CIQ, lui, il va aller voir sur les serveurs de la garde côtière pour les mises à jour, pour les avis à la navigation, etc. Puis pour les cartes, puis les mises à jour de cartes, à intervalles réguliers, là, il va demander si j'accepte les mises à jour disponibles. Puis de mémoire, c'est à chaque quelques heures d'utilisation ou à chaque démarrage. Donc, on n'a pas à y aller manuellement. Là, ça se fait de manière automatique. Il y a seulement à accepter, veux-tu faire la mise à jour ou pas. Bon, OK. Désolé si je parle un peu vite. Là. Bon.
OK. Une des forces du S102, puis j'en discutais avec une de mes collègues là, de l'Institut maritime à l'époque, qui est maintenant qui enseigne les normes EC10. On en parlait tout à l'heure dans le vidéo, là, les différentes teintes de bleu. Le S57, c'est très limité. Là, ça va être le 5, le 10, dans le cas du Saint-Laurent, le 15 mètres, puis le 20 mètres. Donc, il y a très peu, c'est très peu adapté à chaque navire ou à chaque tirant d'eau. Puis, ça donne vraiment une conscience situationnelle. On le voit bien, là, c'est le même navire et même tout, mais là, il y a beaucoup plus à l'œil la possibilité de où on peut aller en toute sécurité. Puis, je ne sais pas, j'avais d'autres à dire là-dessus. Bon, on va passer à la prochaine. Oui, c'est bon. Parfait. OK. Ah oui, je voulais parler justement le contour de sécurité. La plupart des compagnies maritimes vont utiliser avec un système de pourcentage par rapport au tirant d'eau. Au Canada aussi, on a les tables de l'ATL qui vont nous dicter un peu quel dégagement devrait se retrouver avec la vitesse, les dimensions de navire. Je pense qu'un bon standard, c'est le 10% du tirant d'eau. C'est pas mal répandu selon si le navire est taqué en transit ou justement en route. Bon, OK, parfait. Comme là, présentement, sur le cas-là, le navire avait un tirant d'eau 9,4, donc plus un dégagement de 10%. Ça nous donne un dégagement contour de sécurité à 10,3 mètres. Si on avait été, par exemple, avec les cartes T57, ben là, ça aurait affiché soit le 15 ou le 20 mètres. Donc, on peut se rendre compte que ça offre une vraie belle possibilité d'avoir une meilleure vue d'ensemble. Comme Louis montre avec son pointeur. Prochaine slide. OK. Là, on en parle un peu depuis tantôt, là, la conscience situationnelle. Dans la vidéo, il en parlait aussi. Le bleu pâle présentement, selon ça, on aurait de la misère à se dire est-ce que je peux y aller en sécurité? Puis la réponse est oui. Même comme nous, on a des zones à marée dans le Saint-Laurent, même avec aucune marée en ce moment, vous voyez que sur la slide de droite, l'image de droite, l'ancrage est très sécuritaire à ce moment-là, même à mer basse, avec un bon dégagement sous quille. Bon, ça, c'est une autre affaire aussi. Là, ça va exclure les S104 pour le moment. Là. Je vais m'attarder avec les marégraphes et spin. Nous, par rapport à notre CIQ, on reçoit ça en temps réel. Donc, c'est vraiment une belle valeur ajoutée pour nous pour s'adapter selon le navire en ce moment. Pas dans le futur, c'est vraiment en ce moment, c'est ce qu'on a comme niveau d'eau. Heureusement, nous, on a une bonne couverture sur le fleuve. Donc, ça permet encore une fois de vraiment bien visualiser. Comme je disais, c'est le gros avantage. C'est rapidement, on sait, on peut aller là. C'est accessible, oui ou non. Présentement, comme vous voyez, là, il y avait une marée de 2,3 mètres. Sur le Saint-Laurent, on peut aller jusqu'à Québec, jusqu'à environ des marées de 6 mètres. Donc, ça permet vraiment d'ajuster le dynamisme et de savoir est-ce que le navire est en sécurité ou pas. David, encore là, si je peux me permettre une question. Oui, interromps-moi. Là. Non, mais David, est-ce que, tu sais, comme par exemple sur ces images-là, on voit clairement qu'avec le mode de visualisation que vous utilisez, on est capable de deviner des dunes de sable sur le fond. Est-ce que ça, c'est ce type d'information qui est utile pour vous autres en décodant un peu la nature du fond par la forme du relief sous-marin? Oui, c'est un très bon point. Oui, d'ailleurs, c'est dommage, je n'avais pas pensé mettre une slide là, avec la vue 3D là, avec le Sunlight Illumination. Là, que je ne sais pas si tu as ça disponible, on pourrait peut-être le rajouter plus tard. Là. Mais ça donne vraiment une belle idée. Pour le point de vue navigation, je dirais que c'est plus ou moins utile. Mais point de vue, justement, pour un pilote ou un navigateur, d'avoir l'idée générale de ce que le fond a de l'air. Tu parles des petites vaguelettes, ça peut être des épaves, ça peut être justement des fosses. Ça donne vraiment une belle idée. Puis le S102, ça permet ça. Là.
Excellent. Fait que merci beaucoup, David. C'est extrêmement riche. Puis je pense que c'est une des choses qui nous démarque au Canada, c'est qu'on était capable, avec toute l'expertise qu'on a sur le fleuve Saint-Laurent, d'aller jusqu'à la chaîne complète. Donc, moi, je suis Louis Maltais, je suis à Ottawa, mais bon, j'ai un petit billet, je travaillais 20 ans en région. Puis là, je vais passer la parole à Annie Biron, qui est notre directrice du service hydrographique de la région du Québec, à l'Institut Maurice-Lamontagne. Puis Annie va nous parler un peu plus de, dans le fond, ce qu'on recherche, parce que le gouvernement du Canada, quand on sort de l'information, c'est comme pour les cartes, c'est une information qui est légale, c'est une information qui fait autorité. Puis, à ce moment-là, quand c'est le temps de définir la couverture avec laquelle on est prêt à se commettre pour du S102, il y a toute une réflexion là, qui se fait à la région. Fait que, sur ce, Annie, la parole à toi. Merci beaucoup, Louis. Donc, là, je fais mon roulement de tambour. Donc, voici, vous voyez l'image qui est en bas à droite. C'est la grande première sur la couverture S102 régionale qui vous est offerte. Donc, on couvre essentiellement la voie navigable du Saint-Laurent ou ce qu'on appelle le corridor Montréal-Sauto-Cochon. Comme on voit, c'est une 50aine de cellules à une résolution de 10 mètres, puis plus de 300 cellules d'une résolution de 3 mètres. Donc, comme Louis le mentionne, là, on a eu une bonne réflexion. On débute avec cette première offre de service-là, vous comprendrez, dans un secteur où notre niveau de confiance est très élevé, là, tant sur le plan de la qualité des données que de la fréquence des données, parce qu'évidemment, ce sont nos hydrographes qui font l'acquisition, le traitement et la gestion des données. Mais évidemment, on est ouvert à augmenter la couverture disponible ici en région. Je pense, par exemple, dans les zones portuaires, par exemple, on va amorcer des discussions avec certains de nos partenaires à cet effet. Donc, n'hésitez pas à nous contacter, là, tant du côté des utilisateurs pour des besoins que des fournisseurs de données, donc ceux qui nous aident là, à améliorer notre couverture, si vous souhaitez nous aider à bonifier notre offre de service. Évidemment, ça vient avec certaines conditions, c'est ça, des levées à certaines fréquences, s'assurer qu'on reçoit les données en temps opportun aussi pour être en mesure de les publier là, également au bon moment. Puis j'ai une deuxième nouvelle aujourd'hui. Comme Louis vous l'a mentionné au début, ça fait plusieurs années là, qu'on travaille sur les différentes couches S100. On a vu avec David juste précédemment que les tests en mer, c'est vraiment une étape fondamentale là, dans la mise en œuvre réussie d'un nouveau produit ou d'un service. Donc, dans l'optique où dès janvier 2026, les navigateurs pourront utiliser le standard S100 là, pour naviguer, le SHC et la Garde côtière ont soumis au Comité des services et des standards hydrographiques de l'Organisation hydrographique internationale une proposition de projet qui sera discutée à la fin mai lors de leur rencontre annuelle. Donc, notre proposition, c'est que le fleuve Saint-Laurent soit désigné comme étant une zone internationale officielle de test S100. Donc, c'est une zone dans laquelle on offrirait les 7 services de la première phase de mise en œuvre S100 en lien là, avec la surveillance des itinéraires. Donc, on parle de la carte électronique, les données bathymétriques, les niveaux d'eau, les courants de surface, le catalogue de produits, les avertissements de navigation et le dégagement sous quille. Donc, si vous voulez en savoir plus, on vous invite à lire la proposition de projet là, qui est avec le lien en bas de la diapo. Et puis, essentiellement, là, cette zone-là va permettre aux développeurs de logiciels et d'appareils EC10 de tester l'intégration et l'interopérabilité de toutes ces couches-là, de ces nouveaux produits-là, en fait, là, mais dans un contexte opérationnel de navigation. Donc, un peu comme David, l'équipe de David l'avait fait précédemment. Donc, on a bien hâte de pouvoir vous en parler plus longuement là, dès la fin mai, lorsque ça aura été discuté là, au HSSC. Donc, prochaine diapo, Louis, s'il vous plaît.
Donc, évidemment, on a besoin de votre participation et de vos commentaires pour améliorer le service, s'assurer qu'il réponde à vos besoins. Puis notre but, c'est vraiment que ça demeure un service pertinent. Donc, en termes de disponibilité des données ou d'accès au service, là, si vous avez des enjeux, on vous invite à contacter Primard directement, là, donc avec les informations de contact que vous avez ici sur cette diapo. Prochaine diapo. Puis juste Annie, il y a le lien aussi ici en bas qui donne sur une page Primard qui est en anglais seulement, mais qui est dédié à l'explication, puis les endroits de test où il y a des comptes d'essais sans frais qui peuvent être attribués sans aucun problème. Merci. En ce qui concerne la qualité des données, on vous demande de nous contacter, là, soit via l'adresse électronique de CHS Info ou en nous contactant là, directement quelqu'un au service de la région. Donc, si vous nous contactez dans ce cas-là, si lors de l'utilisation des produits S102, vous observez des divergences, soit avec vos propres observations, ou soit que vous vous rendez compte qu'il y a des données complètement aberrantes dans nos fichiers, ben, c'est sûr qu'on aimerait le savoir. Notre but, c'est de s'améliorer, évidemment, mais on va avoir besoin de certaines informations. Donc, c'est où, c'est quand, quel logiciel vous utilisiez pour visualiser les données, puis bon, évidemment, une description du problème. Donc, le plus d'informations vous allez être en mesure de nous fournir, ben, le mieux on va être en mesure de corriger la situation. Puis si c'est possible pour vous de garder, de conserver les données lorsqu'on va vous contacter, ben, ça va être plus facile pour nous pour vous poser des questions supplémentaires. Mais évidemment, on est ouvert aussi à obtenir des commentaires sur une utilisation positive également. On aime ça, savoir que ça fonctionne. Donc, n'hésitez pas, là, dès que vous voyez que tout fonctionne, ben, n'hésitez pas non plus à nous contacter. Finalement, prochaine diapo, Louis. Donc, et oui, l'avenir, c'est maintenant. Donc, embarquez. Donc, s'il vous plaît, vous pouvez consulter là, nos services S100, donc principalement S102, la bathymétrie haute densité, et le S111, qui sont les courants de surface, via l'adresse de Primard ici. Puis j'aimerais rappeler que bien que nos données ne soient pas encore dans le format officiel S104, là, donc des niveaux d'eau, on a quand même des données niveau d'eau qui sont diffusées en temps réel et même aussi des données de prévision SPIN pour le tronçon Montréal-Saut-au-Cochon. Aussi, toutes nos cartes marines de la région du Québec sont en format vectoriel S57, bientôt converties en format S101. Et toutes nos cartes sont découpées là, selon la nouvelle grille là, S100. Je sais aussi qu'il y a plusieurs initiatives régionales qui visent à développer des outils pour améliorer l'efficacité des transports, par exemple. Donc, je vous encourage à vous connecter directement à nos services si ce n'est pas déjà fait. Puis, je vous demande de continuer de vous impliquer régionalement dans le développement et la mise en œuvre de l'offre S100. C'est vraiment important que les zones critiques et d'intérêt pour la navigation dans notre région soient bien desservies par nos services électroniques. Donc, encore une fois, n'hésitez pas à nous contacter, à nous donner vos commentaires, puis à participer à la mise en œuvre du S100. C'est vraiment primordial. Donc, merci Louis. Je te redonne la parole. C'est bon. Donc, Annie, ton appel à l'action et à l'engagement est clair. Donc, plus on a d'utilisateurs, puis évidemment, aujourd'hui, on a un focus navigation. Et je me permets d'utiliser les gens présents. Vous avez chacun vos réseaux. Je crois sincèrement au niveau de la formation des gens ou des différents utilisateurs du fleuve. Le S102 a un rôle à jouer. En ayant l'information haute définition, tout devient clair. Annie a mentionné le S104. C'est dans notre plan de travail pour 2024. La réalité pour les usagers du Saint-Laurent ou les usagers experts du Saint-Laurent, vous avez déjà accès aux informations d'observation niveau d'eau via un standard international
à l'aide d'une bonne collaboration entre le service hydrographique et la Garde côtière canadienne, c'est-à-dire que les messages AIS, bon, j'oublie la norme exacte, là, mais les messages MetHydro sont transmis selon les normes internationales sur le canal AIS et c'est disponible à tous les usagers. Certains PPU ou certains logiciels qui sont capables d'exploiter ces données-là et faire les ajustements. Donc, le passage à la norme S104 pour plusieurs des usagers sur le Saint-Laurent va n'être qu'un format, un changement de format, parce qu'on le sait depuis longtemps, l'exploitation de la colonne d'eau complète en utilisant la bathymétrie et les niveaux d'eau est quelque chose que nos usagers du Saint-Laurent, puis je peux même étendre ça à la voie maritime, sont très familiers. Donc, on arrive à... Fait que merci à tous nos présentateurs. En termes de temps, ça va très, très bien. Puis là, ben, pendant que tout le monde pense à leurs questions, je vais arrêter le partage d'écran. Puis, on va y aller avec... pensons à vos questions. Je vais arrêter Stop Sharing. Je vais inviter mes panélistes à ouvrir la caméra. Donc, Andrew, David, Annie, s'il vous plaît, ouvrez vos caméras. Puis, pour la période de questions-réponses, je vais monitorer le chat si vous êtes gêné ou quoi que ce soit, mais il n'y a vraiment pas de questions. On a les experts avec nous aujourd'hui. Fait que c'est on ne fait pas ça souvent, donc c'est le temps. Si vous avez une question S102, c'est ce qu'on va essayer de prioriser aujourd'hui. Mais s'il y a des questions plus larges au niveau du S100, on va essayer de les adresser. Fait que, mais évidemment, le maximum d'interaction. Fait que pour vos questions, s'il vous plaît, levez la main. Je vais vous donner la parole. J'apprécierais si les gens ouvrent leur caméra et leur micro. Puis je vais vous demander de vous donner votre organisation, votre nom. Puis allons-y avec votre question. Donc, je vais, en attendant vos questions, j'attends les premières mains levées. Je vais regarder dans le niveau du chat. Donc, on a un fan inconditionnel du SHC, ancien hydrographe général du Canada, Denis. Merci, Denis, pour les commentaires positifs. Puis oui, on est fiers de ce qui se fait au Canada et je sais, Denis, que tu es très actif pour faire résonner nos exploits au Canada sur la scène internationale. Puis merci pour ta contribution. Donc, j'y vais avec la question de Denis. Lorsqu'à maturité officielle, en cas d'incident maritime, demandant l'accès aux données historiques en vigueur à un temps précis dans le passé, pour combien de temps les données S102, S104, avant et après, mises à jour, seront archivées et accessibles? Donc, très bonne question. Merci pour ça, Denis. Tu mets la barre haute pour les questions. Donc, ben, je peux, Annie, tu pourras compléter, mais je peux me lancer. Donc, au niveau de la bathymétrie, il faut savoir que au SHC, la gestion bathymétrique, elle doit être exemplaire pour toute la production de nos cartes. Donc, Andrew vous a parlé un peu de nos bases de données nationales, régionales qu'on utilise. Faut comprendre que c'est extrêmement rigoureux, la gestion de la bathymétrie. Le SHC est l'autorité du gouvernement fédéral pour la bathymétrie. Et donc, la traçabilité complète des sources d'informations qu'on utilise pour produire les cartes ou produire le S102, c'est quelque chose qu'on se doit d'avoir et ça fait partie des systèmes internes. Comme je l'ai dit, on a un historique depuis longtemps, depuis 1883 qu'on produit des cartes. Le S102, c'est relativement nouveau, mais je vous dirais que la traçabilité au niveau des sources qu'on exploite c'est un peu la même pratique qu'on fasse du S102 ou qu'on fasse des cartes. Puis au niveau du S102 en tant que tel, la norme contient des métadonnées qui décrivent bien quand la cellule a été émise. Donc, il y a aussi cette traçabilité-là au niveau du produit. Puis au niveau du S104, ben, je pense que ça, on va se garder ça pour plus tard parce que comme on l'a fait, on va avoir une série dédiée au niveau du S104, mais clairement, la traçabilité est importante. Donc, Jean-François, j'anticipe que tu as une question ou un commentaire. Donc, allons à Jean-François.
Oui, merci, Louis. Puis, ma question s'adresse à toi, mais aussi à service démographique. Mais je sais, Louis, que tu es impliqué dans le développement de la norme 100 pour différents volets, là, qui ne vont pas nous amener ailleurs. Mais en même temps, moi, j'anticipe beaucoup de potentiel dans les différentes couches d'informations qui peuvent être mises en œuvre sur la norme 100. Peux-tu nous parler un petit peu justement de la vision du développement de ces normes-là, de ces nouvelles couches d'informations, d'échéanciers que vous envisagez? Parce qu'on peut aussi, ce qu'on voudrait, c'est avoir un système qui va se développer, qui va être durable, sur lequel les utilisateurs vont pouvoir compter pendant longtemps, en tout cas le plus longtemps possible. Si vous pouvez détailler un petit peu. Oui, très bien, Jean-François. Donc, il y a différentes phases qui existent, puis je vous invite à ceux qui ont de l'intérêt pour comprendre un peu il y a le site Navigation électronique Canada. Si vous tapez ça dans Google, vous allez vous retrouver sur le site de la Garde côtière où on a le portail de navigation électronique où il y a maintenant une roadmap ou une carte qui nous donne un peu le développement des différentes couches. Annie l'a bien expliqué, les couches qui sont au niveau du monitorage de la route. Ça, c'est notre principal focus présentement. Et on est assez confiant que sur le tronçon Saint-Laurent, on a laissé ça un petit peu flou, là, mais bref, on peut extensionner voies maritimes ou même dans le Golfe. On est très confiant qu'à l'été 2025, on serait dans une position où on aurait une couverture de toutes ces différentes couches-là. Mais ça ne s'arrête pas là, Jean-François, c'est-à-dire qu'on voit ça très fort en Europe, c'est la numérisation des différents processus. Bon, on entend beaucoup de personnes parler d'intelligence artificielle et quoi que ce soit. Merci Annie qui vient de mettre le lien sur la feuille de route. Pour être capable d'utiliser toutes ces technologies-là d'optimisation, ben, la clé de ça, c'est les données qui font autorité. Puis c'est là où c'est le rôle du gouvernement, donc, de fournir, parce que la blague classique que je fais dans plusieurs des conférences que j'ai faites au niveau des courants de surface, c'est que des modèles de courant du Saint-Laurent, là, il y en a une multitude. Puis ce qu'on veut, c'est qu'on veut donner à nos clients une vue sans conflit. Puis qu'est-ce qui fait autorité? Donc, on travaille fort à l'interne du gouvernement du Canada avec Environnement, Changement climatique, Garde côtière canadienne, Transport Canada, à travailler de façon horizontale pour fournir des données qui font autorité. Fait que je ne sais pas, Annie, si tu veux en parler plus de façon régionale, mais Jean-François, le Canada, on est à l'avant-plan. On veut que nos ports de l'ouest en est et même en Arctique, on ait ces genres de couverture-là pour que économiquement, on soit dans un bon endroit. Là. Parce que qui dit optimisation de l'infrastructure de navigation, que ce soit un port, que ce soit une infrastructure artificielle comme le réseau des écluses puis le Seaway, ou une entité naturelle comme le fleuve, pour optimiser ça, il faut exploiter l'information et c'est un peu l'appel, puis Yannick, je vais te laisser développer là-dessus, c'est maintenant, on arrive avec des nouvelles séries de données, ben là, il faut que l'ensemble des utilisateurs se dotent d'outils pour être capable d'exploiter ça. Annie, je te laisse compléter. Ben, ton résumé était excellent, Louis. C'est ça, nous, on suit vraiment là, les indications. En fait, on essaie de se lier avec ce que l'OHI a l'intention de faire mondialement, donc l'Organisation hydrographique internationale. Donc, encore une fois, là, comme je le mentionnais dans ma partie de présentation, la première phase, c'était vraiment le suivi des itinéraires, le suivi des itinéraires, la surveillance de suivi des itinéraires. Donc, c'est vraiment les 7 premières couches, là, donc la couche de base qui se trouve à être la carte électronique, les niveaux d'eau, la bathymétrie haute densité, les courants de surface, les avertissements de navigation, la gestion sous quille, le dégagement sous quille et évidemment là, le catalogue de produits S128 là, qui permet de voir l'offre
qui est disponible là, dans certaines régions. Puis, l'idée, c'est justement là, de la proposition de projet qu'on a soumis à l'OHI, c'était vraiment d'avoir dans un endroit l'ensemble de ces données-là ou de ces couches S100-là pour qu'elles soient testées simultanément là, ensemble. Donc, c'est d'offrir aux développeurs de logiciels, puis aux développeurs aussi de matériel. Là, on parle des EC10, là, carrément ou des simulateurs également, la possibilité là, de pouvoir tester ça dans un environnement dynamique en temps réel. Parce que, évidemment, comme Louis le mentionnait aussi, d'avoir dans certains pays telle petite couche, puis une autre partie ici et là, bien, oui, c'est intéressant, mais de tout avoir dans un endroit qui est plutôt restreint, en premier lieu, bien, ça permet vraiment d'intégrer l'ensemble. Donc, nous, c'est vraiment là-dessus qu'on focus. Puis, c'est ça, si vous allez voir là, la feuille de route INAV là, qui est sur le site de la garde côtière, puis vous pouvez sélectionner là, selon les régions, les couches qui sont les plus qui intéressent régionalement. Vous allez voir qu'on est vraiment, l'offre de la garde côtière et du service hydrographique est vraiment en ligne avec ce qu'on demande, ce qui est demandé régionalement. Là. Donc, régionalement, on voyait que c'était la bathymétrie haute densité, donc le S102, les courants de surface qui étaient le S111, la carte électronique avec le nouveau standard S101, les niveaux d'eau dans le format S104 et la surveillance du dégagement sous quille. Donc, on est pile poil dans ce qui est recommandé là, en tant que besoin dans la région. Donc, nous, l'idée, c'est d'offrir les données et après ça, c'est de mobiliser évidemment tous les intervenants pour qu'ils utilisent nos produits et qu'ils soient en mesure de nous donner du feedback là, pour voir qu'est-ce qui fonctionne, qu'est-ce qui ne fonctionne pas, mais pas juste à nous non plus. Aussi pour retourner à l'international, pour faire du feedback à l'IMO, à l'OHI aussi également, pour des développements futurs. Je ne sais pas si ça couvre un peu ce que j'ai à dire. Ouais, merci. Louis, j'aurais peut-être un petit commentaire à dire aussi là, par rapport à ça. Avec la présentation d'Andrew, on voit qu'en termes d'optimisation, le S100 avec le système qu'on a travaillé, c'est très rapide. Si le bateau qui fait le sondage passe, nous, à bord des navires, on peut avoir les informations en dedans de 24 à 48 heures. Là. Fait que c'est vraiment un très gros avantage par rapport à ça. C'est la précision qui nous permet vraiment d'optimiser. Puis en plus, c'est la rapidité. Fait qu'on parle de quelques heures seulement là, pour avoir ça. Non, David, c'est vrai que on prend ça des fois pour acquis, mais le processus a été optimisé. Jean-François, j'ai vu que tu as relevé ta main. Si c'est associé à ça, ben, on va y aller. Sinon, je vais suivre dans l'ordre des mains. Là. Mais je suis heureux de voir qu'on aura des questions. Fait que c'est parfait. Allez-y, à quelque chose, Cédric, c'est pas de question. Merci pour vos réponses. Excellent. Puis, ce qui démarque le Canada, c'est qu'on a l'expertise pour les différentes couches à un secteur donné. C'est pas, comme Annie dit, disséminé un peu partout. Puis c'est là qu'il y a la valeur ajoutée. Allons à M. Baumel avec StripFed. Oui, merci. Merci pour la présentation. David, tu as fait ça comme un chef. C'était très bien malgré ta première présentation. Écoutez, la Fédération et ses membres, on accueille le développement technologique que vous avez mis en place d'une façon très, très, très favorable. Annie, la proposition faite pour avoir que la SHE va envoyer, je l'ai parcouru rapidement pendant que vous parliez. Ça devient une zone internationale de test de S100. Tu en as parlé un petit peu. C'est sûr que si on veut faire une zone de test, vous avez mentionné simulateur, vous avez mentionné système embarqué des pilotes. Ça va prendre des bateaux, j'imagine, pour qu'on puisse être en mesure là, de tester tout ça et de valider les données. Et donc, ça va prendre un certain engagement de certaines compagnies ciblées maritimes. Est-ce qu'on a un horizon là, assez rapide pour ça? Comment on pourrait mobiliser l'industrie maritime face à ça? Est-ce que ça serait quelque chose que tu pourrais me complémenter un peu? Ça, c'est la première phase de ma question. Ma deuxième phase maintenant est plus pour David. Tu as montré un peu l'applicabilité sur les PPU de la bathymétrie. On voit vraiment les avantages là, marqués
que ça peut donner. Cependant, dans le passé, il y a une dichotomie qui s'est faite avec les informations qui sont soumises que le navigateur, donc normal, qui n'a pas de PPU, a en face de lui, versus ce que le pilote a en face de lui comme bathymétrie accessible. Et ça crée des instants où le navire aurait pu transiter, par exemple, sur le Chenal du Nord, mais malheureusement, faute à cause de cette dichotomie-là, ça n'a pas pu se faire. Donc, les navires ont été basés sur les anciens modèles, ont été retardés, etc., alors que le pilote pouvait voir qu'il y avait suffisamment d'eau pour faire le passage. Est-ce que la Corporation des pilotes du Bas-Saint-Laurent ont maintenant assez confiance dans leur système pour que cette année, malgré le fait qu'il y ait une dichotomie qui se fait entre ce que l'on peut voir avec l'ancien modèle standard, avec le nouveau set de data que vous avez sur vos PPI, que les navires vont être en mesure de pouvoir transiter malgré ça? Je suis pas trop sûr. Allons-y. David, on va prendre la deuxième partie, puis après ça, on finira avec la première question de Cédric. J'espère pouvoir répondre à ta question. Excuse-moi, Louis. J'espère pouvoir répondre à ta question, là, parce que c'est un petit peu ambigu. Là. Je ne sais pas de quelle façon ça peut être retardé. Je sais que souvent, les navires vont contacter, nous, le bureau, pour savoir leur fenêtre de passage, si c'est possible ou pas, selon les jours. Là, nous, à bord, comme pilote, nous, on embarque à la dernière minute. Là, donc, c'est plus dur de pouvoir gérer plusieurs jours d'avance. Mais oui, c'est toujours un défi là, pour, je dirais, surtout pour les EXIS et les compagnies maritimes qui ne gardent pas nécessairement les dernières mises à jour ou versions de logiciels là, sur leur navire. Là. Ils ne sont pas obligés de le faire. Donc, souvent, on se retrouve avec justement des différences comme ça entre bateaux, puis même les settings que les compagnies mettent sur leur EXIS, puis tout ça. Je ne sais pas trop quoi. Si je peux me permettre, Cédric, je pense que c'est encore un enjeu. Puis vraiment, notre appel, là, le futur, c'est maintenant embarqué. C'est que c'est les outils. Là, les données sont là. Elles sont là. Donc là, ça va prendre des investissements, ça va prendre de la mobilisation pour que les outils évoluent pour être capables d'exploiter ces données-là. L'exemple que tu donnes, où on a EXIS avec des fils d'araignée, puis on a un PPU qui arrive connecté live avec Starlink ou la téléphonie cellulaire ou quoi que ce soit, là, ben, c'est pas nécessairement de la faute de l'humain, c'est de la faute des investissements ECDIS qui n'ont pas été faits. Et un voit la conscience situationnelle ou domaine awareness en disant j'en vois pas de problème. Donc, vraiment, c'est l'ensemble des outils. Puis nous, c'est sûr qu'on a une opinion là-dessus, mais ce n'est pas vraiment dans notre mandat, le développement d'outils. Puis Cédric, ça m'amène un peu à l'autre question que tu as. Notre proposition à l'OHI, à l'OMI, elle peut prendre un paquet de proportions. Présentement, au minimum, c'est une offre de données. Okay? C'est une offre de données où, à l'été 2025, pendant plusieurs mois, les gens pourront gratuitement accéder à toutes les données disponibles et ils devront s'engager à nous fournir un feedback formel qu'on pourra rediriger vers l'OHI, l'OMI. À ce moment-là, on va essayer de créer un momentum si on veut avoir des bateaux, des participants, quoi que ce soit. Mais nous, de façon minimaliste, c'est une offre de données. Mais tu as raison, Cédric, ça peut être très gros, ça peut prendre différentes formes. Puis, présentement, nous, ce qu'on veut juste, c'est avoir une désignation formelle de l'international. Voici un endroit où ces différentes technologies peuvent être testées. Annie, je ne sais pas si tu veux ajouter. Ouais. Bien, c'est ça, juste pour enchérir, c'est que justement, en amenant ça directement à l'OHI, bien, on veut avoir cette portée-là internationale. Donc, les développeurs internationaux là, de logiciels et d'appareils maritimes, de navigation, justement, se sentent l'appel, ça arrive. interpellés. Le futur, c'est maintenant. C'est ça. Donc, qu'ils puissent avoir une zone, puis tant mieux si c'est la nôtre, parce que présentement, il n'y en a pas d'autres ailleurs qui promettent d'offrir cette offre de service-là de la première phase, donc les 7 services là, au complet. Donc, c'est un appel à l'industrie en disant, bien, venez ici, venez les tester, parce qu'on les a, les données. Là. Donc, c'est
c'est vraiment d'avoir une première discussion à l'OHI, puis on espère fortement qu'ils endorsent notre proposition, puis on espère qu'après ça, ben, ça va faire aussi son petit bonhomme de chemin. C'est sûr qu'il va falloir aller faire cogner à des portes puis essayer de mousser encore plus ça, faire plus de mobilisation, mais c'est vraiment l'espèce d'appel à l'action présentement qu'on veut là, créer parce que 2026, on s'entend, c'est demain matin. C'est ça. Là. Fait que, voilà. Très bien. Fait qu'on a d'autres questions. Fait que Cédric, avec la Fédération maritime, évidemment, tu as un réseau de contacts. Donc, je suis convaincu que tu as des idées. Allons à une autre question. Donc, Étienne, s'il vous plaît, ton affiliation, puis on y va avec ton intervention. Oui, bonjour tout le monde. Je voulais premièrement féliciter tous les présentateurs. C'est très, très bien, vraiment fantastique. Ma question est plus pour Andrew. Évidemment, ça fait plusieurs années qu'on navigue, là, pour ceux qui sont capitaines. Et puis, j'étais très intégré par, évidemment, le côté de la robustesse du système que vous avez mis en place pour les mises à jour. Comment ça se compare, Andrew, avec la façon que ça procédait précédemment avec ce que ça va être maintenant? Parce que je dois avouer que en termes de structure cloud, c'est quand même assez extraordinaire ce que j'ai réussi à faire pour les 4 régions qui sont énormes. Là, donc, un défi de taille, mais j'aurais voulu t'entendre un petit peu plus là-dessus, Andrew, sur les mises à jour régulières que vous allez faire qui vont être beaucoup plus, je dirais, robustes peut-être que dans le passé jusqu'à un certain point. Oui, merci. Honnêtement, c'est le premier temps qu'on fait ça. On n'a pas, dans mon opinion, une période avant cette service qu'on a ici. On a développé un projet pilote il y a quelques années, mais les grands morceaux sont pas mal la même chose, mais on a augmenté la capacité. Les BDB régionales existaient déjà. C'est là où la majorité les données pour notre production existent. Puis, on a utilisé les nouvelles technologies pour accéder à cette technologie existante. Donc, dans le futur... Oui, vas-y, Louis. Si je peux ajouter, Étienne, juste pour démontrer le travail qui s'est fait en background, Andrew, moi et quelques autres, ça fait depuis 3 ans qu'on a des rencontres aux 2 semaines avec la Norvège, Teledyne, pour vraiment l'approche service, là. En anglais, c'est Data as a Service. Puis en utilisant la puissance du nuage, à la demande, s'il y a besoin de capacité, on peut l'avoir. Au niveau du S111, c'est un peu plus simple au niveau de la production parce que il n'y a pas d'humain d'impliqué. C'est très, très... il y a moins de mécanique. Comme vous l'avez vu, ce qu'Andrew a expliqué, là, c'est tout. Puis on peut aussi s'imaginer à l'interne, au service hydrographique, on est un organisme certifié ISO, on a un système de qualité. Donc, il faut aussi tout documenter, nos différents processus pour la gestion bathymétrie. Donc, pour une gestion bathymétrique exemplaire pour produire les cartes marines, pour produire le S102, je pourrais presque appeler ça, c'est de l'art. Oui, non, en fait, je veux juste rajouter ça, c'est de l'or en bord d'avoir de l'information à jour. Un peu, David le mentionnait, là, je suis autant au niveau pilotage que dans le quotidien là, des mariners. Donc, fantastique. Vraiment, merci beaucoup pour la réponse. Alors, on retourne à Jean-François au Port de Montréal. La question, c'est comment est-ce que vous voyez la démocratisation de l'accès à toute cette information, toutes cette données-là, puis l'utilisation effectivement. Et je salue qui est du Bas-Saint-Laurent, qui est associé à le Centre d'expertise d'utilisation au Québec. Je me demande, puis j'ai beaucoup d'intérêt évidemment étant situé en amont à Montréal, j'ai beaucoup d'intérêt aussi à ce que cette donnée-là soit exploitée en amont. Et je peux très bien aussi imaginer des pilotes des autres secteurs de navigation du Canada, mais aussi d'ailleurs qui auraient de l'intérêt à utiliser cette donnée-là. Je me demande comment vous voyez ça, là, éventuellement le déploiement, puis je comprends aussi que ça prend les équipements, ça prend les techniques, ça prend les actifs, je comprends tout ça.
Mais est-ce qu'il y a du travail qui est fait au niveau des associations internationales de pilotes, par exemple, au niveau de l'association internationale canadienne des pilotes maritimes? La question s'adresse peut-être plus à David qu'aux autres, mais en même temps, peut-être que vous êtes au fait de choses que je souhaite. Fait que Jean-François, je pense que tu devances puis tu nous donnes même des idées sur nos prochains devoirs à faire. Au niveau de la démocratisation, bon, la question classique, c'est bon, les frais pour l'exploitation des services assistants. Pour l'instant, n'importe qui peut avoir accès de façon gratuite via les périodes d'essai. Puis, on a fait une étude dans la dernière année, une étude économique sur S100, sur la valeur ajoutée. Donc, c'est une étude interne. Présentement, on est à l'étape où, à l'interne du gouvernement, on regarde c'est quoi les différents mécanismes de financement. Il y a des choses qu'on connaît déjà. Donc, il y a des frais maritimes qui peuvent être perçus. On perçoit des frais maritimes pour le balisage, l'information, les différentes instrumentations. Est-ce que ça pourrait être un mode pour financer les services S100? Parce qu'on sait ça ne devrait pas être un facteur, mais la gratuité des services est directement liée à l'adoption de ces différents services-là. Mais au niveau de la solution qu'on a mis en place, c'est extrêmement rigoureux, puis on utilise les derniers standards là, au niveau d'encryption puis les signatures digitales. Fait que de faire résonner ça, Jean-François, je pense que ça nous appartient à tous dans nos différents réseaux. Je vais passer la parole à David, mais il y avait il y avait un congrès des pilotes, là, puis je ne sais pas, c'est bon, mais les acronymes, mais il y avait un gros congrès des pilotes la semaine dernière. Je pense que notre collègue Alain Arsenault était là. Donc, ça appartient à tout le monde d'expliquer ce qui se passe au Saint-Laurent, puis comment on peut amener la communauté de façon au global de s'améliorer. Il faut passer de la technologie des années 80 à 2024. Puis c'est nous, comme fournisseur de données, on est rendu là. Là maintenant, il faut amener plus de monde, il faut en parler pour paver la voie au futur. Mais David, je ne sais pas au niveau pilotage, dans vos réseaux, avec Pascal, puis là, je pense qu'on a Carl aussi qui va s'installer comme testeur. Faut aussi faire résonner ça pour, dans un avenir, comme Jean-François le mentionne, la dichotomie des équipements des navires qui rentrent sur le fleuve. Il faut qu'ils arrivent aussi avec des technologies pour éviter que vous soyez à bord pris dans une discussion, ça va regarder, moi je suis mieux équipé que toi, puis ça passe. Là. Mais pour répondre à Jean-François aussi, puis avec le commentaire d'Annie tout à l'heure, d'avoir tout centralisé là, dans un endroit, c'est vraiment un gros avantage. Comme nous, comme pilotes, les pilotes Montréal-Trois-Rivières, par exemple, ils ont quand même plusieurs terminaux, plusieurs ports à couvrir. Nous aussi avec le Saguenay, mais l'avantage de ça, c'est qu'en peu de temps, on a l'accès à tous les ports, puis toutes les sections, mettons, du Port de Québec, Grand'Anse, Port-Alfred. Dans le futur, d'avoir tout ça dans un endroit au lieu d'avoir un plan qui est fourni par le port de Montréal, le port de Québec, le port de Grand'Anse, mais je pense que c'est un gros avantage pour nous comme pilotes de tout centraliser ça dans une place. Puis, comme le disait Annie, là, c'est vraiment un des gros avantages. Jean-François, ça répond? Ah oui, du mieux que vous avez pu, merci. C'est bon. Allons à Véronique Bérubé, votre affiliation puis votre commentaire, s'il vous plaît. On ne vous entend pas. Pardon. 3 ans dans la pandémie, on oublie encore les micros. Bon matin, Véronique Bérubé de la Chambre de commerce maritime. Pour ce qui est de notre organisation puis de nos membres, on veut vraiment mettre l'emphase sur le fait qu'on est prêt à faire les essais. On a des membres qui font des voyages à répétition avec beaucoup de constantes sur le fleuve, CSLD Gagné, entre autres, puis qui sont capables de faire des tests qui ont beaucoup de répétitions, qui à peu près dans les mêmes circonstances. Par-dessus ça, on a des capitaines puis des chefs officiers qui ont la certification de pilotage, qui vont utiliser l'outil aussi au même titre. Donc, avec tous ces aspects-là, je pense que nos membres auraient beaucoup à bénéficier. Les navires de nos membres sont aussi équipés avec des exercices qui sont approuvés
puis qui ont la capacité de mettre le S100 en valeur, d'être utilisé. Donc, quand ça va venir aux tests, si vous êtes prêts à faire des tests, nous contacter, s'il vous plaît, parce qu'on serait très intéressés à pouvoir aider à mettre tout ça en place. Merci. Très bien. Merci pour l'offre. Comme j'ai mentionné, à l'intérieur de vos réseaux, la présentation d'aujourd'hui, elle avait été enregistrée. Donc, si vous voulez exposer plus de personnes à l'intérieur de la Chamber of Commerce, désolé pour l'anglicisme, il n'y a vraiment aucun problème là-dessus. Ça nous fera plaisir de partager ça. Puis, je vais lier ça à un des commentaires que j'ai vu sur le chat. Le feedback des usagers à l'international, c'est super puissant. Moi, j'ai été impliqué dans le développement des standards, pratiquement toute ma carrière. Puis souvent, on est bon là, quand on développe une norme à s'imaginer des scénarios hypothétiques ou imaginer des problèmes qui n'existent pas vraiment, là. Donc, je peux vous dire que quand on a eu la brillante idée avec le Centre de simulation à Québec d'inviter des hauts dignitaires de l'Organisation internationale hydrographique, quand on a eu la conférence à Québec, ça a laissé des marques. Puis je peux vous dire que le secrétaire général de l'OHI, il s'en souvient encore de cette rencontre-là. Puis ce qui est ressorti de ça, c'est vraiment le travail d'équipe, puis comment c'est puissant quand la personne qui est à la fin de la chaîne est capable de démontrer que dans ce cas-là, le S100, ça améliore le niveau des connaissances puis d'expertise de génération de pilotes qui font ça depuis 160 ans ou quelque chose du genre. Très bien, c'est noté. Je retourne au chat. Bonjour. La séance d'aujourd'hui est plutôt pour la navigation, mais si nous avons des questions scientifiques pour usager à la navigation, géomorphologie, mobilisation, à qui pouvons parler? Donc, Annie il y a des technologies similaires qui sont utilisées au niveau de la production de ce qu'on va appeler les NONA. Vous avez le lien là. Donc, ça aussi, c'est disponible gratuitement, quand même un bon niveau de résolution. Mais c'est vraiment une approche beaucoup moins rigoureuse au niveau des datomes verticaux, au niveau du traitement. ES102 est vraiment qu'on pourrait dire navigation grade. C'est vraiment là, professionnel, alors que le NONA, il y a quelques raccourcis qui sont pris pour arriver avec une compilation nationale de toutes nos données bathymétriques digitales au Canada. En attendant qu'il y ait d'autres questions, il nous reste peut-être une dizaine de minutes. Excusez, j'ai trompé de chose. Je vais juste mentionner que, évidemment, notre couverture, on veut la faire grandir. On a des discussions avec notre collègue Chris Marshall, qui est responsable de la région des Grands Lacs, de la voie maritime et aussi de l'Arctique. On a des défis en l'Arctique. Mais c'est clair dans son esprit qu'on veut continuer à grandir avec des discussions plus en détail avec la Corporation de gestion de la voie maritime. Puis, la dernière fois qu'on a parlé du S111, on a aussi expliqué qu'on a la vision de notre grand projet de faire désigner le fleuve comme une zone de test. Il y avait de l'intérêt aussi à prolonger dans le Golfe. Au niveau, d'ailleurs, au Canada, on va avoir des sessions en anglais qui vont se faire. Je m'attends que dans la prochaine année, on va commencer à sortir des couvertures Saint-Jean, Nouveau-Brunswick, évidemment le port de Vancouver. Donc, c'est vraiment le S102, les endroits où il y a des enjeux d'également ski. C'est là où on va voir passer la couverture. Puis, au SHI, on va produire où il y a vraiment une utilisation. Comme vous le voyez sur le fleuve, on a 2 niveaux de résolution qui sont disponibles en S102, le 10 mètres et à peu près le mètre. Et on ne fait pas le niveau très général parce qu'on ne sent pas qu'il y a un besoin pour ça. Donc, la règle des 3 usages, on veut avoir un portfolio au Canada qui est le plus efficace possible. Au niveau du... Fait que je vois une question sur le chat. Au niveau du S111, c'est disponible, c'est accessible. On a 2 niveaux de résolution qui sont disponibles sur le fleuve et le golfe. On pourra s'en reparler là-dessus.
Donc, en attendant les dernières questions, Andrew, est-ce qu'il y a des choses qui sont revenues, de classiques qu'on présente, puis on a oublié de mentionner un item ou quoi que ce soit, peut-être un dernier tour de table avec nos panélistes. Puis, fait qu'Andrew, des choses à rajouter? Non, pas pour moi. Comme j'ai dit, si quelqu'un a des questions pour des détails plus techniques, n'hésitez pas à me faire savoir. Parfait. David, une conclusion ou un autre élément que tu veux ajouter? Ben là, ça va faire un peu homemade, là, mais on parlait tantôt là, de l'aspect 3D des vaguelettes là, dans le fond de l'eau et tout. Là. J'ai mon iPad à côté de moi. Je ne sais pas si le monde va pouvoir voir, mais avec la version raster là, du S102, l'approche des ponts, là, comment ça peut donner une belle image 3D du fond de l'eau. Là. Ça pourrait ressembler à quelque chose comme ça. Là. Fait qu'on voit très bien désolé les reflets et tout, là, mais c'est parce qu'on peut vraiment voir. Visualiser le fond de l'eau, c'est beaucoup plus facile avec le raster qu'avec juste des lignes de données puis des sondages. Il y a plusieurs façons de visualiser le S102. Annie, des remarques de fermeture? Ben, c'est ça, c'est vraiment un appel à l'action, puis de nous contacter. N'hésitez pas à nous contacter. On veut améliorer notre offre de service, on veut la bonifier. Tous vos besoins ou vos jeux de données que vous tenez à partager, nous, on a de l'intérêt, donc n'hésitez pas. On est une belle équipe dynamique qui veut vous servir parce que c'est comme ça qu'on reste pertinent. Donc, n'hésitez pas à nous contacter. Parfait. Donc, aujourd'hui même, vous allez recevoir la version PDF de la présentation. Vous allez avoir les différents liens. Puis, à l'interne, on va faire un petit montage, mais ça va être l'intégralité de la présentation qu'on va mettre sur YouTube. Je vais partager aussi les liens. Puis probablement faire quelques posts sur LinkedIn dans les jours qui suivent. Donc, ça va être facile pour vous de partager dans vos différents réseaux. Puis, plus à venir, j'imagine quelques sessions dans la langue anglaise pour le S102 et je m'attends qu'à l'automne, fin d'été, automne, on a des sessions sur le S104. Puis, quand je vais partager l'information aussi, je vais vous donner les liens sur les sessions qu'on a faites sur le S111. Donc, notre bibliothèque de matériel disponible s'enrichit de jour en jour. Puis, sur ce, je vous remercie beaucoup pour votre participation. Je pense qu'on a monté à plus de 80 participants. Ça démontre l'intérêt. Puis, sur ce, je vous souhaite une belle journée. Puis, merci encore de vous être connectés aujourd'hui.